Je ne vous cache pas que pour continuer à converser avec Gustave, le bouquiniste du village, et tous ceux qui passent dans notre champ de vision en ce moment et à qui nous adressons quelques mots le matin, le café-restaurant nous manque beaucoup puisqu'il est fermé. Mais comme mon jardin donne sur la rivière, le petit pont, les autres jardins et le terrain de boule, comme je suis en train de mettre en serre tous les matins des graines de tomates et diverses plantes, et comme il y a un semblant de terrasse de café privé devant ma serre, Gustave, mon ami bouquiniste anarchiste de village, y passe la moitié du temps pendant que je travaille et on se parle donc encore, on échange encore quelques conversations avec des gens qui passent. L'autre moitié du temps, Gustave la passe devant la télé, et dans les livres aussi, mais surtout devant la télé, qu'il regarde avec toute la distance critique des gens chez qui c'est la première fois depuis longtemps qu'ils ne décollent pas du poste, de ceux qui prennent en quelque sorte un bain d'informations en direct, sur Internet aussi, sur Internet surtout. Et voici donc le fruit de ces réflexions récentes, toutes liées au fameux confinement, évidemment. La première chose qui m'en est dite, c'est « Ah, enfin des nouvelles de l'iPhone 12 !» Et je te préviens, elles sont pas bonnes. Il paraît que la sortie est reportée en novembre et je ne sais pas si je vais m'en remettre. Et là, dans le champ des oiseaux et de la rivière, il me dit, c'est quand même fascinant, quand tu regardes les magazines pour bobos sur Internet et les blabla techniques, ils te disent que ce truc, l'iPhone 12, qui devait sortir dans 2 mois et qui devait sortir à un moment en plus où tu n'avais pas fini de payer le précédent, j'imagine, ce truc est toujours prévu avec retard à plus de 1200 € au mois de novembre, mais personne ne se pose la question de savoir qui va l'acheter. Il y a quand même un principe de base dans la société technologique et marchande, me dit-il, c'est que tu t'interroges d'abord sur le nombre de gens qui vont acheter ton produit. Et là, ils sont en train de refaire les calculs. Il y aura plus de salaire, enfin la moitié, des inquiétudes dans tous les pays, des vieux téléphones comme le mien qui marchent encore très bien. Il avait un Galaxy âgé de 10 ans. Et donc, s'ils les refont bien, leurs calculs, ils vont pas le produire, ce iPhone 12, parce qu'ils savent que les gens ne vont pas l'acheter avant longtemps. Et même peut-être pas du tout, parce qu'ils auront compris enfin qu'on n'a pas besoin d'un nouveau téléphone tous les 18 mois. C'est ça qu'on appelle la réorientation de la production, et je crains qu'elle ne soit en route. Les gens vont se dire, j'achète simple et durable, et du coup les industriels vont produire simple et durable. Mais tu vois, me dit-il, il y a un autre truc qu'ils n'ont pas eu le temps de réorienter, c'est la pub. Parce qu'au moment où les gens sont bloqués chez eux pendant 2 mois, toutes les pubs tournées et montées la saison précédente et programmées dans les chaînes d'infos cette saison-ci continuent d'être diffusées de manière grotesque en incitant les gens à vivre comme ils l'entendent, en SUV, crossback, etc. On voit des bagnoles qui longent les crêtes au soleil couchant, on voit des coffres d'où jaillissent des gamins à hilar, un chien, une planche de surf, etc. Il y a jusqu'à 4 pubs différentes pour des voitures. Après quoi, on t'incite à partir à Cuba. Pendant tout le mois de mars, là, c'était la Colombie qui sponsorisait les émissions d'information. Et le pire, c'est une campagne qui a dû être lancée il y a longtemps, il y a 4 mois, pour le Toplexil. Et dont le slogan est « Le calme après la toux ». C'est un sirop pour la toux, visiblement. Non, le pire du pire, me dit-il, c'est Pujada sur LCI qui te dit tous les soirs, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas tout compris, nous sommes là pour vous expliquer. Alors, il me dit, tu vois pas l'anomalie? Les gens sont bloqués avec leurs enfants toute la journée et la chaîne est incapable de changer de présentation en disant autre chose que vous rentrez chez vous tous les soirs après une journée de travail. Et puis il y a aussi le paradoxe le plus rigolo. Me dit-il toujours, c'est maintenant que tout le monde a des télés haute définition, la moitié des images de ces chaînes sont tournées par des webcams horriblement pixelisées, et là encore, ça met en lumière tout de même la vulnérabilité de nos technologies au moindre pépin. Et donc là, devant mon jardin, pendant que nous parlions, nous voyons arriver un break de la gendarmerie, qui fait un tour de ronde. Il faut savoir que chez nous, la gendarmerie est à 40 bornes environ, et que si vous allez sonner chez eux, c'est encore pire, c'est un interphone qui vous répond, et le correspondant, dans le micro, est à 60 km encore. Donc là, ils ont fait toute cette route pour venir avec leur break bleu marine à bande jaune fluo, là, vous savez, vers 11h30 du matin, pour arrêter une mémé, et pour lui demander devant nous si elle avait le papier par lequel elle s'autorisait elle-même à sortir à 85 ans pour aller à l'épicerie qui fait tout de suite dans les 30 mètres carrés. Et quand on leur a dit de loin, là, comme ça, par-dessus la rivière, « Eh, laissez tomber, c'est du temps perdu, en plus elle est sourde », c'est à peine s'ils ne voulaient pas venir dans mon jardin pour contrôler qui faisait quoi chez moi et si Gustave avait le droit d'être chez moi, par exemple, et s'il avait le fameux papier. À la fin, ils sont repartis parce que la vieille dame n'a même pas compris ce qu'ils lui réclamaient. C'est une femme légèrement alzheimerienne qui vit toute seule.
Et pour qui, dans leur dispositif à la noix, là, à Paris, rien n'a été prévu. Si ça se trouve, me dit Gustave, ces 2 gendarmes, en plus, sont contaminés, ils ne portent pas de masque, ils ont fait 60 bornes pour venir lui souffler le virus sous le nez au nom de la loi. T'as vu, par exemple, il lui parlait à 40 cm parce qu'elle est sourde, et sans masque, évidemment. On a là un pur exemple, me dit-il, de prétention parisienne, et ça n'a pas changé depuis le XVIIe siècle, quand ces cons là provoquaient des émeutes de la gabelle dans les provinces en venant pressurer le peuple au nom du roi. Mais, me dit toujours Gustave, quand tu y réfléchis, rien n'a changé non plus depuis l'époque de Molière en matière de médecine. Tu vois bien, quand tu regardes la télé en ce moment, le psychodrame invraisemblable qui se déroule sous nos yeux, c'est celui des médecins du genre Diafoirus. Je te parle des médecins de la télé et de la politique, là, hein, pas des autres qui font leur boulot. Non, les Diafoirus, tu sais, dans le malade imaginaire, il y a le jeune et le vieux qui font étalage de leur science et qui disent « vous ne pouvez pas juger ». Eh bien, dans les chaînes d'information permanente, en ce moment, c'est pareil. Tu as des médecins appointés par la chaîne qui disent « vous ne pouvez pas juger ». C'est nous qui savons. Les présentateurs qui leur disent en permanence, c'est vous qui savez. Les politiques qui disent, je me retranche derrière l'avis des médecins, je crée des conseils, des hauts comités, etc. Le seul problème étant que cette machine, si bien huilée au départ, est en train de se déglinguer complètement sous nos yeux. Parce que d'abord, une proportion non négligeable désormais de médecins font de la politique et ou des affaires. Ça a commencé il y a fort longtemps, le père de François Hollande, autrefois par exemple, la famille Debré, hein, je te parle pas du docteur Macron, enfin pas tout de suite, Douste Blazy, Kouchner, Jean-Marie Le Guen, Buzyn, etc., etc., le président de la région Grand Est, j'ai oublié son nom, et puis le fameux Olivier Véran, avec sa petite gueule de Rastignac qui a pas vu un stéthoscope depuis 20 ans, tu te dis, la soupe doit être bonne quand même pour qu'ils abandonnent leurs patients comme ça au bénéfice de la République, sans arrêt, dès l'âge de 35 ans. Mais le problème, c'est que peu à peu, au fil de la situation nouvelle, tu t'aperçois qu'il y a, hélas, comme dans le docteur Knock, un rapport très étroit entre le fait de soigner, d'avoir l'autorité du soignant, et le fait d'exercer le pouvoir politique. Je te rappelle la scène où le docteur Knock dit à son interlocuteur « À l'heure où je vous parle, des milliers de thermomètres, etc. » Je te fais pas un dessin, mais tu sais comment ça finit. Comme toujours, les pervers dominateurs dans le genre Knock se sont glissés dans les médias, puisque c'est le lieu du pouvoir aujourd'hui. Donc t'en as aussi une flopée partout dans les chaînes de télé, Bachelot, Simès, etc., qui te disent comment faire, que faire. Et le problème avec cette situation d'urgence nouvelle et générale que nous vivons en ce moment, c'est que tous ces cons ont commencé par se ruer sur le thème « pas de panique, c'est une simple grippe » pendant un bon mois, et que leur domination sur les esprits politiques et médiatiques, à cette époque, est passée par la case « arrêtez d'alarmer les gens ». En gros, le pervers dominateur te méprise d'abord parce que tu t'inquiètes, comme un blaireau qui n'y connaît rien, et ensuite il te méprise parce que tu prends pas assez de précautions contre un truc qui peut être très grave, attention, attention. Oui, d'un coup, en 24 heures, ils te disent exactement le contraire, il ne faut pas prendre les choses à la légère, vous êtes fous, etc. Et là, la machine se détraque complètement, parce qu'ils commencent à se battre entre eux sur les plateaux comme dans Molière, pour ne pas assumer les uns leurs choix politiques, les autres leur incurie médicale, etc. Les politiques disent on a cru les gens autour de nous parce qu'on nous l'a dit. Les médecins disent on a cru les politiques quand ils disaient qu'il y avait des masques. La ministre dit je savais qu'on allait à la catastrophe mais j'ai obéi à un ignorant. T'ajoutes à ça que la direction de la France en ce moment est quand même confiée à un type qui a un caractère obtus et stalinien, et que Staline, lui aussi, était entouré de médecins et de scientifiques qu'il punissait régulièrement, qu'il remplaçait comme des pions, et qui s'accusaient mutuellement de complot pour garder sa préférence. La correspondance est vraiment étonnante, et on espère qu'elle va s'arrêter là. Le principe, c'est que quand le dirigeant est un névrosé complet, toute la chaîne de responsabilité sous lui l'est aussi. Là, il a fallu à peine 15 jours pour qu'il s'étripe en disant « c'est pas moi, c'est lui », etc. Les seuls qui inspirent le respect, ce sont évidemment les infirmières et les infirmiers qui assument pendant que leur patron se dispute. Et puis tout d'un coup, et c'est là que j'en viens, tu as un personnage shakespearien qui sort du chapeau, un médecin à grands cheveux, qui ressemble au roi Lear, et qui, comme dans Shakespeare, met à nu la fausseté de ses collègues, des politiques, de tout le monde, en fait. Et là, on rit plus du tout, parce que la panique au royaume est complètement palpable. Le type a tellement de charisme personnel et de résultats, moitié gourou, moitié savant, qui prend tout le monde en défaut, et le peuple à témoin.
En tout cas, il ne faut pas creuser longtemps pour s'apercevoir que la République des menteurs, des pleutres, etc., lui en veut terriblement, à cause de ce qu'il révèle notamment. Il y en a même qui l'ont appelé putschiste. Mais quand les gens font la queue devant chez toi en silence, ça s'appelle un plébiscite. Or, c'est le cas devant son institut de Marseille. Et rappelons parallèlement qu'il y a 2 mois à Paris, les gens ne défilaient pas pour recevoir l'onction d'un guérisseur, mais pour protester contre celui qui rendait le système et eux-mêmes malades. Pour en revenir à Molière, me dit Gustave, il y a une lecture presque psychanalytique du malade imaginaire, le côté « faites attention, vous ne savez pas de quoi vous parlez, laissez donc parler ceux qui savent, etc. » C'est vraiment le pervers manipulateur à l'œuvre, et tu le retrouves en politique et en médecine de manière absolument identique. Le médecin, c'est celui qui en impose aux politiques en leur disant tout le temps « faites attention », du coup il se hisse lui-même jusqu'à la politique. Nos 2 derniers présidents sont d'ailleurs fils de médecins. Quand tu vois Macron au milieu des blouses blanches, et sa personne dans les médias ne consent à le dire et à le reconnaître, tu ne peux que penser au rapport conflictuel qu'il a eu avec son père neurologue quand il était adolescent. Il y a eu d'ailleurs un moment récent très amusant au début de la crise, c'est quand il visite la Salpêtrière, qui semble au cœur de tous les phénomènes aujourd'hui, c'est justement un neurologue qui lui tombe dessus en disant « Je profite de l'occasion pour vous dire que les hôpitaux sont sinistrés en ce moment par une politique imbécile qui va devenir la vôtre si vous ne faites rien. » Tu te rends compte du truc, me dit Gustave, la damnation s'abat sur notre pauvre président, c'est un neurologue comme son père qui lui fait la leçon en public. Réponse de notre Néron le lendemain, ce médecin n'a rien à voir avec l'épidémie, c'est simplement un neurologue. Là tu te dis, punaise, mais si on en est là à ce niveau de l'État, nous sommes vraiment dans de beaux draps. Et donc là, le plus beau de tout, la clé de ce qui va se passer maintenant, c'est que cette figure de professeur hyper diplômé et caractériel, le professeur Raoult, va se manifester. Pourquoi lui ai-je demandé? Alors là, je m'attendais à entendre une interprétation des micmacs administratifs, mais non, il n'était pratiquement pas au courant des manœuvres en sous-main, et c'est moi, avant d'entendre ce qu'il avait à me dire de l'entrée en scène du professeur Raoult, qui lui a raconté ce que j'avais appris et vérifié. Alors, ça commence par le mari d'Agnès Buzyn, un certain docteur Lévy, qui se dispute il y a quelques années avec Didier Raoult en refusant le parrainage de l'INSERM qu'il dirige au centre de recherche marseillais, dirigé lui par le même professeur Raoult. Dans les mêmes années, tiens, le mari d'Agnès Buzyn, monsieur Lévy, participe à l'inauguration du laboratoire P4 à Wuhan, d'où la souche dévastatrice est sortie et qui coûte à la France un argent fou parce qu'en plus nous l'avons financé ce labo. Je précise quand même que la souche est sortie de Wuhan, la ville, pas du laboratoire financé par la France. Qu'allez-vous penser? Le professeur Didier Raoult prétend que l'ancienne Nivaquine que prenaient les voyageurs sous les tropiques contre le palu soigne 90% des cas de ce nouveau fléau s'ils sont dépistés assez tôt et si elle est associée à un antibiotique qui combat lui une infection opportuniste pulmonaire. Il s'oppose au confinement généralisé des porteurs sains qu'il juge moyenâgeux. Il prône un dépistage généralisé et un traitement rapide avec la chloroquine et avec confinement des seuls malades dès qu'on les a dépistés. La chloroquine a un avantage, elle coûte rien, elle ne rapporte rien non plus, elle est dans le domaine public. Les laboratoires qui financent l'INSERM cherchent, eux, des solutions qui rapportent davantage et on peut le comprendre. Mais on peut aussi ne pas le faciliter. En octobre 2019, le professeur Raoult, qui dirige l'IHU de Marseille, comme je vous l'ai dit, est visé par une mesure prise par le mari de Madame Buzyn qui retire le statut de fondation à son organisme. Du coup, cet organisme repasse sous le contrôle de l'INSERM qu'il dirige, que monsieur Lévy dirige, ce qui est donc une humiliation. Ça revient à faire dégrader son adversaire dans la cour des Invalides. Le 13 janvier 2020, le fléau se répand en Chine, comme on le sait, et là, Agnès Buzyn classe à toute allure la chloroquine dans les substances vénéneuses, alors que ça fait 50 ans qu'elle est en vente libre. J'en ai même encore, moi, plein mes placards. Pourquoi? Et ne serait-ce pas parce qu'elle avait en tête une vague opération commune avec quelqu'un d'autre pour un autre remède, un labo par exemple? Agnès Buzyn dit avoir su dès le début que ce serait une hécatombe, faute d'être prêt, mais à l'époque elle dit le contraire publiquement.
Enfin, il paraît qu'au Premier ministre, elle aurait pas caché qu'on était très mal. Mais à nous, si, elle l'a caché. Le gouvernement de Macron décrète un confinement généralisé de la population. Au début, il parle pas de chloroquine. J'ajoute comme s'il se sentait un peu merdeux. Hein, et il le fait uniquement parce que ça commence à grogner dans les chaumières. J'ai dit dans les chaumières, pas dans les rédactions, parce que dans les rédactions, ça ne grogne pas, ça ronronne. Dans le même temps, pas de dépistage de masse, puisque pas de tests. On refuse de fermer les frontières avec les pays contaminés. Le journal Le Monde et l'Agence d'État de la Santé qualifient les recherches du professeur Raoult de fake news, avant de réfléchir un peu et de faire machine arrière, parce que peut-être qu'il pourrait y avoir un procès à la Libération. Le professeur François Perron de Garches révèle il y a quelques jours là sur LCI que le stock de chloroquine de sa pharmacie ou de la pharmacie centrale française a été pillé pour être versé dans les réserves d'un essai en cours sous houlette européenne. Le maire de Nice, soigné lui-même à la chloroquine, sans réponse du gouvernement, appelle directement Sanofi pour qu'il livre la chloroquine aux hôpitaux de Nice. L'Amérique se jette à fond dans le traitement et la seule réponse de la mafia des labos et des médias, c'est « Oui, mais il y a un cas de mort par surdose chez des gens qui la prenaient en préventif aux États-Unis. » LCI répète ça en boucle tous les quarts d'heure. Il y a probablement donc une consigne. Un test à grande échelle de la chloroquine a commencé finalement en France sous la direction de l'INSERM, tiens, humiliation à l'envers, qui veut refaire, disent-ils, des expérimentations dans d'autres centres médicaux indépendants, ce qui prendra 6 semaines de plus, nous dit-on, puis 2, nous dit-on encore, parce que l'opinion s'énerve. Et le truc, c'est évidemment de noyer l'effort et les succès d'un homme, Raoult, et de son équipe quand même, en tout cas d'un seul pays, le nôtre, dans un ensemble européen, après quoi le président français va pouvoir dire « Vous voyez bien, la coopération européenne, ça marche, il n'y a que ça de vrai, et je suis l'inspirateur de cette belle réalisation commune, vous le sentez bien, mon leadership, etc. » Le professeur Raoult pense avoir plus ou moins gagné la partie, mais le conseil scientifique, dont plusieurs membres émargent dans les labos commerciaux, on a des preuves, dont une doctoresse multicasquette nommée Karine Lacombe, décrète au dernier moment, comme ça, qu'on donnera la chloroquine et l'antibiotique aux malades en situation grave, alors que 2 heures avant, le professeur Raoult a bien dit que ça marchait que sur les cas en début d'évolution. Du coup, Raoult claque la porte du comité consultatif et on en est là. Enfin, tout à fait, on n'en est pas tout à fait là parce que Benalla a ajouté « Il ne faut pas croire que les ponts sont coupés avec le président Macron. Il lui parle 2 fois par jour au téléphone. » Bon, eh bien écoutez, on veut bien le croire. Et c'est là que je redemande à Gustave, maintenant qu'il connaît tous les détails de cette situation, comment ça va tourner à la fin? Eh bien, bizarrement, il me dit, ça ne dépend au fond que d'une personne, ça c'est Gustave, toujours très inattendu, une personne dont nul ne parle, jamais, c'est Jean-Michel Macron, neurologue, le père du président, qui est l'obsession de son fils, que je ne connais pas, je le précise, mais tu as, me dit-il, 2 possibilités qui concernent toutes les 2 le docteur Raoult. Ou le père du président fait partie des médecins rigoureux, pénibles, des scientifiques bien disciplinés, sans talent, sans intuition, qui ne supportent pas les originaux et les caractériels, et le président, par référence à son père, va avoir tendance à privilégier le professeur Raoult pour montrer qu'il est dans la rupture lui aussi, et qu'il s'oppose à son père en préférant ce que n'aime pas son père, en gros en préférant le franc-tireur à l'institution, ce qui est tout à fait possible. Mais ça supposerait que le président est un original et un casseur de code de lui-même, alors que bon, jusqu'ici, me dit Gustave, il nous a surtout cassé les... Ou alors, me dit-il, deuxième alternative, le père du président est lui-même un médecin très original, visionnaire, caractériel, franc-tireur. Et là, notre Macron, par opposition tardive, maladive, névrotique, à la figure de son père, une fois encore, qui est sa grande affaire dans la vie, va s'en remettre à la queue basse à tous les ronds de cuir de la profession, ceux qui sont liés au labo, pour ignorer exprès un traitement empirique au bénéfice des vrais scientifiques, des sérieux, des raisonnables, comme ce docteur Lévy, là dont tu me parles, le type de l'INSERM, des gens qui prennent 15 jours pour faire des études pendant que le bateau coule, et une fois que le bateau est sous l'eau, ils te disent il fallait des études pour être sûr qu'il allait couler. Alors je lui dis, mais toi tu paries sur quoi? Et il me répond la deuxième hypothèse, évidemment, qui est déjà bien partie.
Un matin, comme tu viens de le raconter, Raoult annonce qu'il faut donner son protocole aux malades en début d'atteinte pulmonaire. Et que fait le soir même le conseil scientifique macronesque? Là, il dit qu'on le donnera en fin de protocole, en phase terminale. Donc ça veut dire d'abord que le gouvernement cherche à prouver que cette histoire de professeur Raoult, ça ne marche pas pour pouvoir dire, vous voyez bien, il nous faut des molécules faites par des labos sérieux qui sont nos amis et à l'échelle européenne pour montrer que c'est une victoire éclatante de l'Europe que souhaite le président Macron. Et là, le président est encore typiquement dans l'opposition à son père, mais sous couvert scientifique. Eh ben moi j'ai l'impression, me dit-il, que le père Macron senior là est justement un médecin du genre fantasque, shakespearien, un intellectuel caractériel de haute volée, une sorte de Raoult en somme, et que notre Pinocchio présidentiel est lui dans une crise personnelle très profonde. Il aimerait donner raison au roi Lear, il aimerait bien se réconcilier avec la figure écrasante du père, du type qui a l'autorité et le génie, pour lui ressembler en transcendant sa propre médiocrité, mais en même temps c'est tellement confortable de continuer à faire partie de ceux qui donnent des leçons à tout le monde au nom du bon sens, du bon goût, des procédures, de continuer à faire partie du lobby des labos. C'est tellement mieux d'appartenir à l'institution jusqu'à la garde, jusqu'à l'absurde, qu'il va se laisser circonvenir par elle et pas nous dire qu'une molécule américaine brevetée fera très bien l'affaire au lieu d'un médicament qui ne coûte rien, mais dans 6 semaines. Après, combien de morts, ça on ne sait pas, mais on ne l'oubliera certainement pas. Dans les pièces de Shakespeare, le nombre de morts ne compte pas, pourvu que le prince ait eu gain de cause. Eh bien, la seule consolation est qu'il lui arrive malheur à la fin en général. Me dit toujours Gustave. Et je réponds, eh bien, quelle histoire. Et tout ça au bord de la rivière de Campagnole, après le passage des gendarmes entre le petit pont et la maison, un mardi. La semaine prochaine, je vous raconterai la suite de la pièce, un nouvel acte, de cette pièce qui se développe sans cesse, et je vais relire le roi Lear et Hamlet, on ne sait jamais, pour être capable de comprendre ce qui se passe à la tête de l'État ou dans la tête de l'État sans quitter mon jardin. À bientôt, merci.